Alors, j'ai des choses qui sont un peu différentes dans la gestion que ce que Jean a mis en place. Parce que voilà, chacun apporte sa petite touche. Et ce que je voulais vous montrer avec cette présentation, c'est qu'on peut obtenir vraiment d'excellents résultats avec notamment cette stratégie-là. Donc, moi, le résultat que j'ai obtenu, alors je me suis trompé en fait dans les différents mails que j'ai envoyés. Je suis parti 47%, 44%. Et en fait, au final, j'avais oublié le mobilier. Et donc, le vrai chiffre, là, celui-là, c'est définitif, c'est 40%, mais c'est net. Parce qu'il y a toujours la question, quelqu'un propose la question, c'est brut ou c'est net? Ouais. Là, c'est net d'impôt, c'est ce qui reste dans la poche. Voilà. Alors, comment on fait pour obtenir 40% de rentabilité, sachant que dans les médias, hein, vous voyez bien les titres, 6 ou 7% rentabilité exceptionnelle dans telle ville. Donc voilà. Donc, ça fait doucement rire quand on sait qu'on peut faire péter les barrières et monter, comme ce que je vais vous montrer, jusqu'à 40%. Donc là, il y a toutes les étapes d'un investissement en location courte durée. Donc on va passer au travers de ces différentes étapes-là. La première étape étant de trouver le bien qui se prête à la location courte durée. Donc moi, le bien que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc ça, c'était l'annonce initiale. C'était un appartement donc, qui était déjà à 25 000 € pour 30 mètres carrés. Donc c'était déjà super pas cher. Et je ne sais pas si vous le voyez là, le gros intérêt de cet appartement-là, c'est qu'il y avait 2 portes en façade. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'ai rêvé, quoi. Mes yeux ont brillé. Et alors, donc je commence un petit peu à discuter avec l'agent commercial. Et je lui dis, ah mais c'est génial, on va pouvoir faire 2 studios dans cet appartement. Il me dit, monsieur Fouque, n'exagérez pas quand même. On est à Saint-Étienne, il fait 30 mètres carrés, ça fait 2 studios à 15 mètres carrés. Vous allez le louer à personne. Oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc ça m'intéresse. Et puis, j'y retourne avec un artisan pour évaluer les travaux. Et là, douche froide, l'artisan il me dit, ah, mais c'est une catastrophe cet appartement. Franchement, je vais même pas vous faire de devis parce que c'est une ruine, quoi. Je dis, putain, du coup, j'étais blasé. Donc je laisse tomber. Et puis, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, ah, mais Florent, c'est pas possible, il a 25 000 €. En plus, il y avait une vente qui avait raté parce que l'acheteur n'avait pas eu son prêt. Donc, il y a un moyen, il y avait une grosse marge de négociation. C'est pas possible de passer à côté de ça. Même s'il faut refaire les fondements, on y met 10 000 € de plus, mais ça restera toujours très rentable. Donc, je passe avec un autre, avec un courtier en travaux. Et le courtier en travaux, il me fait à la louche 15 000 € sur place. Donc, il me dit, voilà, ça fera 15 000 €. Et puis après, il m'enverra le devis plus tard. Je reviendrai, donc gardez bien ça en tête, 15 000 €. Ça, c'était la première estimation. Et je vous parlerai de la suite des travaux tout à l'heure. Donc, cet appartement, il est à 25 000 €. Je fais diverses, je multiplie les visites et je le négocie. Alors, la négociation, elle est assez connue, donc on reviendra tout à l'heure dessus. Mais avant de négocier, je m'assure quand même que, comme l'a dit Jean, il respecte bien les critères pour faire la location courte durée. Donc, je demande le règlement de copropriété et il y a ce fameux article dont on a parlé ce matin. Donc les appartements ne pourront être occupés que pour l'usage d'habitation bourgeoise. Donc ça, c'est pas bon du tout, parce qu'en fait, l'occupation bourgeoise, c'est uniquement de l'habitation principale, par des personnes honorables et de bonne mœurs. Bon, bah, vous imaginez bien ce qu'il y a derrière, avec possibilité d'exercer en même temps et accessoirement une profession qui ne soit pas dangereuse ou gênante pour les autres copropriétaires, entre autres par le bruit. Ne sont pas admis notamment les cliniques, laboratoires d'expérience, salles de conférence, dancing, cours, professeurs de chant, de musique, et toute profession donnant lieu à une surprime d'assurance. C'est bien, je ne pensais pas faire un laboratoire. Et la phrase magique, les professions libérales, entre parenthèses, médecins, dentistes, architectes, avocats, officines publiques et ministérielles, sont autorisées. Et ça, c'est la phrase magique parce qu'effectivement, bien souvent, on a cet article-là, donc qui date justement de la prostitution. Mais il y a aussi la petite phrase qui dit que les professions libérales sont autorisées. Et on a un arrêté de Cour de cassation qui date du 8 juin 2011 qui nous dit qu'une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'Assemblée générale. Et en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que cette Cour de cassation, elle mentionne qu'il n'y a pas plus de gêne occasionnée par la location courte durée, il n'y a pas plus de passage qu'une profession libérale. Donc, si on accepte la profession libérale, on considère que c'est aussi autorisé la location de courte durée.
Donc si vous avez cette petite ligne-là, sachez que vous avez le droit de faire la location courte durée. Donc ça, c'est le premier point à valider. Le deuxième point à valider, c'est est-ce que l'appartement est accessible facilement avec des valises? Parce que la plupart du temps, en fait, ce n'est pas des touristes qu'on a. Ce sont des gens qui sont en déplacement, enfin, et puis même quand on a des touristes, ils peuvent aussi avoir des bagages. Donc il faut s'assurer que l'appartement est accessible. Donc soit qu'on puisse faire un sas d'entrée, comme vous l'a montré Jean, et soit deuxième étage maximum quand vous n'avez pas d'ascenseur. Alors moi, c'était parfait, parce que vous voyez qu'on est au rez-de-chaussée, et il y a 2 portes d'entrée. Donc ça, c'était parfait. Troisième critère, qui pour moi est important, alors Jean l'a un peu abordé, c'est les évacuations existantes et la hauteur sous plafond. Pourquoi? Parce que la hauteur sous plafond va vous permettre de faire une estrade qui va vous permettre justement de recréer la pente qui vous manque. Et donc là, dans ce cas-là, j'avais 3,20 m de hauteur, donc déjà j'avais une excellente hauteur sous plafond, et en plus, comme j'étais au rez-de-chaussée, j'avais un accès aux caves, ce qui permettait de faire des trous dans le plancher pour se connecter en fait aux évacuations de la cave. Donc c'était parfait pour ça. Alors, j'avais une inconnue sur cet appartement-là, c'est qu'il était situé plein centre, mais le quartier, c'était pas un quartier... voilà, on est à 10 minutes à pied du plein centre-ville. Mais voilà, il y avait une petite inconnue sur cette zone-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hôtel à côté, la gare, elle n'est pas forcément à côté. Donc, j'avoue qu'il y avait une zone d'ombre à ce sujet-là. Mais bon, je me suis dit, dans le centre, il y aura toujours de la demande. Et donc, au final, j'y vais, je négocie cet appartement et je négocie 15 000 €. Qui a entendu la conversation avec l'agent immobilier? Voilà, la très grande majorité. Donc pour ceux qui ne l'ont pas entendu, en fait, pour la petite histoire, après avoir visité l'appartement avec l'artisan, j'ai l'agent immobilier au téléphone et je lui ai dit, bah, écoutez, je viens de le visiter, je vais vous faire une offre quand j'aurai le devis. Il dit, ah, si vous faites une offre, c'est déjà super, c'est bien. Par contre, faites pas une offre à 15 000 € parce que vous comprenez bien que ça ne va pas passer. Le gars, ça faisait 1 an qu'il était sur son bien, sur son appartement, je pense qu'il voulait vraiment s'en débarrasser. Je lui ai dit, bah, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas encore le devis, donc je ne sais pas encore l'offre que je vais vous faire. Donc j'ai écouté son conseil, je n'ai pas fait une offre à 15 000 €, j'ai fait une offre à 9 000 €. Et je pars en vacances, et en vacances, il me répond donc par mail, et il me dit, bah, votre offre est refusée. Je dis, bah, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle soit acceptée. Est-ce que vous pouvez demander une contre-proposition au vendeur? Et je n'ai pas de réponse. Je reviens de vacances, je l'appelle, je dis, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la contre-proposition? Il me dit, ah oui, monsieur Fouque, donc j'ai eu les propriétaires au téléphone. Alors, ils sont d'accord pour vous le vendre à 15 000 €. 15 000 €, c'est bon, ça part. Ok, j'achète. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors, ensuite, la partie financement. Donc là, je signe le compromis. Partie financement, alors... Là, j'avais assez de cash pour tout payer, mais je me suis dit, à la limite, pourquoi pas continuer à utiliser l'effet de levier de la banque. Donc, je fais un apport de 12 000 €, ce qui comprend 3 000 € de frais de notaire et 9 000 € pour le mobilier et les accessoires. Et la banque me finance 32 500 €. Sachant que dedans, il y a donc les 15 000 € du bien et il y a 17 500 € de travaux. La durée du prêt, donc sur 15 ans, ce qui me fait une mensualité à 213 €. Alors, les 2 points que j'aimerais mentionner, c'est que, attention à la location courte durée, on l'a déjà dit ce matin, donc voilà, j'avais prévu d'en remettre une couche, donc ne dites pas que vous faites ça, parce que voilà, ça fait peur, et ne parlez même pas de meublé par rapport, du coup, aux nouvelles règles de financement de la BNP. Et sur des petites sommes comme ça, on aurait très bien pu imaginer faire un crédit conso. Donc, restez pas aussi focalisé sur le crédit immobilier. Le crédit conso a mauvaise presse, mais c'est souvent beaucoup plus facile d'obtenir un crédit conso. Et rappelez-vous du parcours de FlowFlow, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Le crédit conso est la mauvaise presse parce que souvent il est rattaché à une dépense qu'on fait pour une maison, pour une voiture, pour un passif. Mais dans l'absolu, si vous achetez un actif avec un crédit conso, ça passe très bien, notamment si vous générez du cash flow positif. La partie des travaux maintenant avec la déco donc, et la spécificité de la déco. Donc, Jean-Christophe qui fera une présentation juste après moi. Donc, c'est lui qui s'est occupé d'imaginer et de penser les appartements. Donc, on a fait une première journée de visite avec, où il a fait des croquis à main levée. Donc ça, j'adore. Pour moi, c'est un moment magique.
il se passe rien, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît. Il dit, regarde là, la mezzanine qui monte et tout. Parce qu'au début, il essaie d'expliquer comme ça, je comprends rien. Et après, il fait un dessin, donc c'est beaucoup plus clair. Donc là, on avait déjà l'escalier, la télé, en haut la mezzanine, au coin, ici au fond, dans le coin, la cuisine, et puis derrière la salle de bain, ici le côté canapé. Donc ça, c'est l'appartement de gauche. Et l'appartement de droite, donc la mezzanine en haut, le petit escalier pour y monter. Derrière, il y a la salle de bain. Et ici, un petit système, en fait, où on pousse le matelas à l'intérieur de l'escalier, ce qui permet de l'avoir en position canapé la journée. Et le soir, on a juste à le tirer, les sur roulettes. Du coup, ça nous fait un vrai lit. Donc ça, c'était les croquis à main levée. Ensuite, il passe sur SketchUp. Voilà. Donc là, on se rend compte déjà un peu plus de ce à quoi ça va ressembler. Donc ça pour le premier et ça pour le deuxième. Ensuite, il produit des plans de coupe pour l'artisan. C'est quand même plus pratique que d'avoir des jolis visuels comme ça. Et derrière, on entame les travaux. Alors pour les travaux, donc je finis la petite histoire que j'avais entamée tout à l'heure. Donc vous avez vu dans le financement qu'il y avait 17 500 € de travaux. Alors en fait, le courtier en travaux, il m'annonce 15 000 €. Et puis après, quand il m'envoie le devis, il y en avait pour 21 ou 22 000 €, je ne me rappelle plus. Je dis, bah, il y a un problème, il y a un écart de 30% sur le devis. Et en fait, il avait juste fait 30 mètres carrés multiplié par 500 € du prix du mètre carré. Mais quand on fait 2 studios avec des mezzanines et tout, en fait, il y a des coûts qui sont plus importants que ça. Et donc, moi, c'était un peu la touche froide. Et il y avait un autre artisan qui voulait absolument travailler avec moi. Donc, je lui dis, bah, viens, on va visiter un appartement. Et sur cet appartement-là, j'ai un devis à 15 000 €. Donc, si tu peux me le faire pour 15 000 €, bah, écoute, on travaille ensemble. Et sinon, bah, écoute, je ne vais pas payer plus cher que ce qu'on me propose à côté. Alors, il y a son associé à côté, il me dit, tu pourras nous envoyer le devis pour qu'on voit un petit peu les lignes, là? Je dis, bah, écoute, non, tu me fais le devis que tu as à me faire payer. Non, je ne vais pas te donner le devis. Donc, le gars me renvoie un lit qui coûte 15 000, non, ça passe pas. Ça passe pas, on ne gagne pas d'argent, on perd de l'argent, donc on a très envie de travailler avec toi, mais non, ça passe pas. Il dit, on peut faire 17 500. Ça va, allez, 17 500. Allez, je prends. Moi aussi, j'avais travaillé avec toi, allez, je prends. Bon, il faut savoir que depuis, je travaille qu'avec lui, donc il a vraiment gagné beaucoup de business. Sur l'année 2016, avec moi, je lui ai rapporté plus de 800 000 € de chiffres, donc autant vous dire qu'il n'est pas à plaindre. Ensuite, on démarre les travaux, donc la démolition. Donc là, c'est un petit peu le moment de flottement. On se dit, putain, on a bien fait ou pas? Au milieu du guet, là, c'est pas rassurant. Alors, on voit qu'il y a des décalages sur la hauteur de plafond, qu'on avait un peu identifié, mais voilà. Et en fait, c'est vraiment une heure mine, quoi. Donc, il y a une mauvaise surprise, c'est qu'on est obligé de tout refaire le plancher, ce qu'on n'avait pas forcément prévu initialement. Ensuite, des cloisons et de l'isolation donc tout autour de l'appartement. Derrière, pour la salle de bain, on la surélève pour avoir une première marche qui permet de monter à la mezzanine. Et puis voilà, au fil de l'eau, donc les mezzanines qui sont montées, un petit coup de peinture, et voici le résultat final de l'appartement. Donc ça, c'est l'appartement de gauche. Plutôt sympa, non? Ça donne envie. Donc là, c'est l'autre côté, la salle de bain de l'appartement de gauche. Donc voilà, là, on monte à la mezzanine. Ici, le coin cuisine. Et ici, on a un lit gigogne. Donc quand on le tire, en fait, ça fait 2 couchages. Donc 2 couchages plus 2 couchages, ça fait 4 couchages dans 15 mètres carrés. Donc 4 couchages dans 15 mètres carrés, c'est possible. C'est Jean-Christophe qu'il faut applaudir. Hein. J'en ai jamais parlé à l'agent immobilier. Hein. Déjà 2 studios, c'était beaucoup. On a le lit en haut. Et ça, c'est le deuxième appartement, donc vue de la mezzanine. Donc avec, vous voyez ici, quand il est tiré en position lit, et quand on rentre à l'intérieur en position canapé. Voilà. Alors, sur le budget, donc on a 17 500 € de travaux pour les 2 studios. On a le gigogne, dossier sur mesure, sommier, oreiller, enfin bref. On a ici toute une liste sur la literie et les petits accessoires donc de 6 000 €. Et on a le linge de maison de 3 000 €. Alors, le linge de maison, moi, j'ai fait un choix, c'est de tout acheter chez Carré Blanc. Donc, c'est un choix de qualité. Les gens connaissent Carré Blanc, donc c'est vraiment, ça a un impact très important. Il faut savoir que Jean, je crois qu'il a accessoirisé 6 appartements pour 2 000 €.
Donc vraiment, 3 000 € pour deux, c'est vraiment extravagant comme coût. Donc voilà, après c'est un choix, c'est un positionnement. Je voulais avoir un positionnement haut de gamme pour compenser un petit peu les mètres carrés. Bref, vous avez compris. Trouver des locataires. Alors, en fait, ce qui est génial avec la location courte durée, c'est qu'on peut démarrer du jour au lendemain et Booking est là pour nous rapporter des locataires. On crée une annonce dans Booking et bon, après, il y a une période, je crois, d'une semaine pour la validation. En fait, ils envoient un courrier dans l'appartement pour être sûr qu'on soit bien le propriétaire de l'appartement. Mais une fois que c'est en place, ça tombe tout seul. Donc, j'ai mis aussi des appartements sur Airbnb. J'ai très très peu de locations sur Airbnb. 90% des réservations passent, même 95% passent par Booking. Alors, quelles sont les conditions que j'applique? Alors, déjà la condition stricte, aucune demande de remboursement acceptée. 2 nuits minimum, donc ça c'est pour éviter trop de changements. Donc, sauf le week-end, parce que le week-end on loue un peu moins. Donc le week-end on est un peu plus souple, on met une nuit. Il y a 35 € de frais de ménage, donc c'est la même façon que Jean, c'est-à-dire que par séjour, si vous restez une semaine ou 3 jours, il y aura toujours en plus des nuitées 35 €. Et ça paye directement la personne qui est en charge de ça. Et puis après, il y a des prestations annexes comme 25% de frais supplémentaires s'il y a une arrivée tardive entre 20h et minuit. Je demande un chèque de caution de 200 €. Alors en fait, au début, je le faisais. Après, j'ai vu sur un forum sur Facebook que ça freinait les gens de réserver quand il y avait une chèque de caution qui était demandé. Donc je l'ai arrêté, j'ai fait un test pour arrêter. Un jour, il y a un locataire qui est parti avec un oreiller. Il nous a mis un oreiller tout pourri et il est reparti avec l'oreiller à 60 € de carré blanc. Et bon, après, il l'a ramené parce qu'en fait, je l'ai menacé de déduire de sa carte bleue les 200 €. Sauf que je n'avais pas son code de carte bleue. Ça a marché. Et donc, du coup, comme on a eu cette malchance-là, en fait, qu'il y a une chance, et ben, du coup, on a réinstauré le chèque de caution. Et en fait, ça ne change strictement rien au taux de remplissage. Donc, prenez une caution, au moins, vous serez garanti de ça. Et puis, au-delà de 2 personnes, on fait un supplément de 7 € par personne, ce qui nous laisse très compétitif par rapport aux hôtels. Parce que par exemple, si je suis à 50 €, s'ils sont 4 au lieu de 2, ça fait 64 €. C'est beaucoup plus rentable de prendre une chambre chez moi à 64 € quand on est une famille de 4 que de prendre 2 chambres à l'hôtel à 60 €. Ensuite, sur la gestion des tarifs, c'est simple, moi je m'aligne sur les plus bas du marché sur Booking. Alors en fait, sur Booking, on ne maîtrise pas, c'est un peu le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas notre apparition dans le moteur de recherche. Et moi, je suis tout en bas. Donc la seule façon d'attirer des clients, en fait, c'est d'être le moins cher. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc je suis toujours le moins cher et je suis également toujours moins cher sur la base, je suis aligné sur les plus bas du marché et je suis beaucoup moins cher sur 4 personnes. Et quand on arrive à moins d'une semaine de l'échéance, il y a une remise qui se fait automatiquement de moins 30%. Alors là, c'est pareil, j'ai fait des tests. Donc au début, j'étais à moins 30%. Un jour, la personne qui s'occupe de mes appartements, elle me dit « Mais je te rends compte, il y a un client, il est venu, il m'a demandé tel prix, mais on ne fait pas ce prix-là. » Je dis « Si, on fait ce prix-là. À moins d'une semaine, on fait ce prix-là. » Je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Mais tu sais, ils ne viennent pas pour le prix, les gens, ils viennent parce qu'il y a des bonnes notes, il y a des beaux commentaires. » Je dis « Ok, on va tester, on va supprimer la remise. » J'ai supprimé la remise, on est passé de 65% de taux de remplissage à 50%. Donc j'ai perdu 600 € le mois dernier. Je dis ok, on a fait le test, on va remettre la remise. mais c'est intéressant parce qu'il faut tester en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc j'ai remis la remise, par contre la remise je crois qu'elle est à 20%. Et puis j'affinerai, s'il y a encore pas assez de taux de remplissage, je la repasserai à 25% et je ferai un test. L'objectif en fait c'est d'affiner son tarif pour avoir la meilleure rentabilité possible sur le bien. Et c'est pas grave en fait de perdre de l'argent au début parce que justement il faut apprendre, il faut affiner. Et puis après, c'est un gain qu'on aura sur le restant de la vie du bien. J'ai tout dit là ou pas? Oui, donc, et ensuite, donc, sur des gros événements, comme par exemple la Coupe d'Europe que j'ai ratée l'année dernière, eh bien, on peut passer le prix de 57 €, on peut multiplier par 4 pour aller à 200 €. Pour l'instant, je n'ai pas eu cette chance-là, mais en tout cas, c'est ce que je ferai. Et ensuite, quand tout est OK, eh bien, les réservations tombent toutes seules. Et ça, c'est vraiment magique avec Booking. Vous voyez que du jour au lendemain, voilà, il y avait des réservations. J'étais sur le cul, quoi. Génial.
Donc vous voyez toutes les réservations là, et je vous rappelle qu'il y a 213 € de crédit sur les 2 studios. Et puis il y a la chance du débutant. Donc moi c'était le premier appartement que je mettais en location courte durée. Je reçois une réservation de 976 €. Ah, génial, trop content. Et le deuxième effet qui se coule, le gars il n'est pas venu. Il a appelé Booking, ouais, m'a volé ma carte bleue, c'est pas moi qui ai fait la réservation. Non, non, condition stricte, on ne rembourse pas. Et du coup, on a reloué sur les jours où le gars il n'est pas venu. On s'est gavé. Donc vous voyez, il faut oser faire les choses. Après, il y a des choses comme ça qui tombent, ça vient de nulle part. Sous-traiter l'exploitation. Donc ça, c'est une partie qui est très importante parce que c'est souvent la problématique. Moi, je connais beaucoup de gens qui font la location courte durée. J'en connais qu'un seul qui sous-traite, c'est Jean. J'en connais un deuxième, c'est moi. Sinon, les autres, en fait, je pense que dès le départ, ils font eux-mêmes en imaginant qu'un jour, ils vont sous-traiter. Et puis, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ont peur que les notes baissent, ils ont peur que ce soit mal fait, ou ils ne prennent pas le temps de le faire, enfin bref. Et comme j'ai dit ce matin, l'objectif, ce n'est pas de se créer une nouvelle activité. L'objectif, c'est vraiment de se créer du revenu passif. Donc moi, j'ai trouvé quelqu'un. Alors au début, j'avais essayé sur Wellcase de trouver quelqu'un. Et c'était une prof qui était sur Lyon, quand mes appartements sont sur Saint-Étienne, qui faisait ça à temps perdu. Donc j'ai vu un petit peu les choses un peu compliquées. Et puis finalement, j'ai demandé à mon artisan s'il ne connaissait pas quelqu'un, puisque lui, il est de Saint-Étienne. Il m'a dit, bah, ma femme, elle peut s'en occuper. Je dis, au début, je trouvais ça, je sais pas, c'est un peu un mélange des genres. Si je m'engueulais avec l'un, du coup, je m'engueulais avec l'autre. Donc, alors que j'avais une très bonne relation avec lui et qu'il me fait des super prix sur les travaux. Et puis, je dis, bon, bah, j'ai pas d'autre solution, je perds rien à la rencontrer. Je la rencontre et puis ça se passe super bien, on a un bon feeling. Et du coup, c'est Rania, voilà, qui s'occupe de mes appartements. Et en fait, elle est au chômage, donc maintenant, elle fait que ça. Et voilà. Donc, elle s'occupe de mes 3 appartements et elle gère tout de A à Z. C'est-à-dire que, moi, je m'occupe de rien. Je ne sais même pas si aujourd'hui, il y a quelqu'un dans mes appartements, ça m'est égal. Je sais que, par contre, il y a un fichier de suivi qu'elle met à jour et je vais régulièrement consulter pour voir l'argent que je gagne. Alors, comment ça se passe, la prise en charge? Donc déjà, quand on a une réservation, on reçoit une notification de réservation qui peut venir de Booking. Donc là, c'est un mail de Xotelia. Xotelia, c'est un logiciel qui va synchroniser les calendriers entre Booking et Airbnb pour éviter d'avoir à le faire manuellement. Quand on reçoit la réservation, donc Rania va dans Booking et elle envoie un mail qui est préformaté, donc qui est préenregistré. Elle envoie un mail au locataire. Du coup, le locataire, il sait que sa réservation est prise en charge. Et ensuite, quelques jours avant l'entrée dans l'appartement, Rania prend contact, donc soit par SMS, soit par téléphone, soit par mail, pour prendre rendez-vous pour le check-in. Ensuite, le check-in se fait dans l'appartement. Alors aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc, il y a différentes choses qui sont demandées. Donc, présentation rapide de l'appartement. Ensuite, Rania prend avec son smartphone une photo de la pièce d'identité. Donc ça, c'est aussi pour éviter les prostituées. Réception de chèque de caution, donc, ou un prépaiement par carte bleue. Réception paiement complémentaire, donc facultatif, voilà, en fonction de s'ils ont pris des options. Signature d'un contrat de location. Et on prend un rendez-vous pour le check-out, ou alors on organise un check-out automatique, c'est-à-dire que si nous, ça ne nous arrange pas et qu'on ne trouve pas, voilà, on organise ça comme ça. Les check-out, donc soit on est disponible et on va faire le check-out avec la personne, soit en fait, tous les appartements ont un boîtier comme ça, où les gens ont juste à laisser la clé dedans, et puis après, nous, on peut la récupérer pour faire le ménage. Et puis ce qu'on fait avec le chèque de caution, c'est qu'on leur dit on le déchire, on leur envoie la photo du chèque déchiré par mail. Donc, comme ça, ils savent que la caution, elle est terminée, quoi. Donc ensuite, il y a le ménage et le remplacement du linge de maison qui est effectué. Donc le jour du départ, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que en fait, l'appartement soit assez rapidement disponible à la location et que si on a une réservation rapide, eh bien, on puisse avoir le logement qui est disponible et qui est prêt. Donc voilà le tableau qu'elle remplit, Rania. Donc ici, vous voyez le chiffre d'affaires, le nombre de nuitées. Je me suis mis aussi un indicateur de taux d'indépendance, parce qu'en fait, j'aime pas l'idée que ce soit que Booking qui me rapporte tout le business. Donc j'ai mis en place des actions correctrices pour me rendre indépendant. Donc du coup, au mois de décembre, vous voyez qu'on a reçu 40% des réservations en direct, et c'est toujours ça où on ne perd pas les 15% de commission de Booking.
et surtout, je maîtrise le business, quoi. Et donc, pour les forfaits ménages, donc voilà, on a ici le montant de ce que ça nous coûte, sachant que c'est payé par le client. Donc, comment je la rémunère, Rania? Aujourd'hui, elle est en auto-entreprise. Je la rémunère à hauteur de 35 € par séjour, donc je lui donne tout l'argent que je récupère par rapport aux frais de séjour. Et en plus, je lui ai fait 5% sur les bénéfices. Pour moi, c'est important de lui faire 5% sur les bénéfices, parce qu'au moins, elle a un intérêt à ce que le business tourne bien. Donc, elle a un intérêt à sourire pour recevoir les clients, elle a un intérêt à ce que les appartements soient nickel, elle a un intérêt à ce que les commentaires ils soient bons. Et quand on a des mauvais commentaires, elle est furieuse, quoi. Je dis, c'est le business, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne sont jamais contents. Et l'autre point aussi, c'est qu'elle prend en charge tout, quoi. Et donc, tout à l'heure, on a vu la réservation de 1 000 €. La réservation, ce n'est pas faite. Normalement, si elle avait été faite, elle aurait dû toucher les 35 € sur le séjour. Mais comme la personne n'est pas venue, elle n'a pas touché les 35 €. Ben, ce n'est pas normal qu'elle ne gagne pas d'argent, alors que c'est elle qui a envoyé le mail, c'est elle qui a géré après avec Booking le fait que la personne ne s'était pas présentée. Donc elle a quand même fait un travail, donc c'est quand même normal qu'elle soit rémunérée par rapport à ça. Donc ça, c'est le cas aujourd'hui. D'ici 2-3 semaines, je vais rentrer 10 studios. Donc je vais exploiter en sous-location, comme j'ai raconté ce matin, d'un investisseur. Et donc, dès qu'il y aura les 10 studios, je vais l'embaucher en CDI. Alors, je vais l'embaucher en CDI parce que déjà, j'ai créé une structure, j'ai créé une SAS pour gérer tous les appartements. Et il faut faire attention, c'est que quand on a un auto-entrepreneur qui travaille pour nous et qui travaille à 100% pour nous, si un jour on a un litige et qu'il nous met au prud'homme, il peut demander la requalification. La requalification, c'est quoi? Les prud'hommes vont considérer que pendant toute la période pendant laquelle on a travaillé ensemble, il y avait un contrat. En fait, il n'a jamais été formalisé, mais il y avait un contrat. Donc, si par exemple, vous avez travaillé pendant 3 ans, pendant 3 ans, vous allez devoir un salaire sur 3 ans. Et ils ne vont même pas prendre en compte le fait que vous avez versé des prestations. Donc, attention à ça, attention à la requalification. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ça stabilise aussi le business, quoi. Ça le sécurise. Moi, aujourd'hui, elle s'occupe de tout, donc je serais bien embêté qu'elle parte. Donc, ça sécurise aussi ma relation que j'ai avec elle. L'optimisation fiscale, qui est le dernier point, il faut savoir que sur les meublés de tourisme, on bénéficie d'un abattement forfaitaire qui est passé à 87%. Donc tout le monde rechigne sur la nouvelle loi parce qu'on va passer au RSI, mais il faut regarder aussi les côtés positifs, c'est qu'il y a le lobby des gîtes qui a fait du bon boulot, et du coup ils ont négocié une augmentation de cet abattement. Donc avant je crois qu'il était à 71%, enfin c'est ça, il était à 71%, et il est passé à 87%. Et le plafond, par rapport au meublé normal, il passe de 32 000 à 80 000 €, donc ça veut dire que ça fait quand même pas mal de marge. Voilà. Et c'est juste en fait une case spécifique ici, location gîtes ruraux, chambre d'hôtes et meublés de tourisme, donc 5 NG quand vous faites votre déclaration d'impôt. Pour avoir le sésame de l'abattement de 87%, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire passer en fait un consultant qui va juger votre appartement pour savoir s'il peut être classé ou pas. Donc il va mettre 2, 3, 4 étoiles, on s'en fout. À partir du moment où il a 1 étoile et qu'il est classé, c'est bon. Et ça ne coûte rien. Regardez, moi il a fait 3 appartements dans la journée, ça a coûté 340 €. Donc quand on voit le gain que j'ai par rapport à l'abattement de 87%, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'on obtient? Parce que je vous ai promis 40% de rentabilité. On obtient un revenu, donc j'ai 6 mois de recul, et donc j'ai extrapolé sur un an, donc ça fait 29 190 € sur l'année. On a un coût d'exploitation de 7 304 €, taxe foncière 400 €, électricité 1 000 €, Internet 240 €, assurance 280 €. Total des charges 9 224 €. Bénéfice avant impôt, du coup, 19 966 €. Quand on fait la renta brute par rapport aux 44 500 € qui est le coût global du projet, donc on intègre tout, on obtient 45% de rentabilité brute. Bénéfice après impôt, donc ici j'ai calculé l'impôt, donc 0,13%, donc c'est après l'abattement des 87%, fois mon taux marginal de 41%, plus la CSG CRDS, qui fait 2144 €. Vous imaginez, je paye uniquement 2144 € d'impôt sur 29 000 € de revenus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le potentiel de cette niche fiscale. Et du coup, sur l'année, ça me fait 17 800 € par an, ce qui fait 1 495 € par mois, ce qui fait une rentabilité nette de 40%. Et au final, on se rappelle qu'il y a un tout petit crédit qui a été pris de 213 € par mois, ce qui me fait un cash flow
net par an de 15 266 €, soit 1 272 € par mois. Sur une opération à 44 500 €. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire de l'immobilier? Alors maintenant, il y a toujours les blocages qu'on a en tête. Ah! Mais c'est pas possible de faire la même chose. Qui pense que c'était un coup de chance et qu'il est impossible de trouver un autre appartement de 30 mètres carrés à 15 000 € parce que la rentabilité dépend beaucoup de ce prix-là? Qui pense ça? Tout le monde pense que c'est possible d'en retrouver un demain? Il y a des menteurs au milieu là, hein, parce que je pense qu'il y a plein de sceptiques. Hein. Et si à Rouen c'est possible, fais-le à Rouen. J'ai acheté un appartement de 35 mètres carrés, 9 000 €. Donc oui, c'est possible. C'est juste dans votre tête. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure en sortant. Je lui ai dit, la réponse lui a pas, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. La réponse ne lui a pas satisfait. Je lui ai dit, quoi que vous pensiez, vous avez raison. Alors méfiez-vous de ce que vous pensez. Voilà, je conclurai là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question par rapport au classement que tu as obtenu. Est-ce que c'était important d'avoir un maximum d'étoiles ou pour toi tu voulais juste l'abattement et donc quel que soit le nombre d'étoiles, ça te convenait? Je voulais juste l'abattement et en fait le nombre d'étoiles c'est un peu casse-bonbon, enfin, pour parler poliment, parce qu'en fait la taxe de séjour qui ne sert à rien, qui sert juste à faire perdre de l'argent à tout le monde et du temps à tout le monde, elle est valorisée aussi par rapport au nombre d'étoiles. Et il se trouve que mes 3 appartements ont des nombres d'étoiles différents, mais je déclare tous au même nombre d'étoiles. Sinon, la taxe de séjour, il faudrait déclarer les enfants qui sont exonérés, qui ont 6 ans. Alors, combien vous avez eu d'enfants exonérés? Combien vous... Enfin, donc, dans l'absolu, je m'en fous. Moi, ce que je voulais, c'était juste le classement. Non, parce qu'en fait, sur Booking, ça n'apparaît pas. Je pourrais le faire apparaître, mais ça n'apparaît pas. Et Booking, c'est essentiellement les notes que laissent les gens en commentaire. Ça a beaucoup plus de valeur sociale pour les gens que le nombre d'étoiles. Oui. Est-ce qu'on peut se lever pour les personnes qui prennent la parole? Ça permet à tout le monde de savoir qui parle, et puis à moi aussi. Oui, bonjour, merci pour ta présentation. Tout à l'heure, tu parlais de taux d'indépendance. Oui. Comment tu t'y prends pour être indépendant de Booking et d'Airbnb? Alors, très très bonne question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs choses. En fait, j'ai mis en place une carte de fidélité. Donc, quand les gens viennent, s'ils reviennent, la prochaine fois, leurs frais de séjour sont offerts. Et ça, j'ai remarqué que les frais de séjour, ça les gave. Ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ont l'impression de payer un truc. Et... En fait, dans l'hôtellerie, c'est inclus. Donc, ils ont l'impression de payer un truc en plus. Donc, ça, vraiment, ça marche bien. Et Rania, en fait, elle laisse des cartes de visite. Et les gens, et puis elle dit la prochaine fois, donc les gens en fait lui font un feedback, ils disent ouais, l'appartement était vraiment bien, et elle lui dit écoutez, la prochaine fois n'hésitez pas à m'appeler en direct, comme ça pour moi ça sera plus facile de gérer le planning. Donc voilà. Et le troisième point, c'est qu'on augmente une clientèle on essaie de trouver une clientèle qui est intéressante, c'est ceux qui sont en alternance. Ceux qui sont en alternance, ils ne peuvent pas prendre une chambre dans une coloc parce que du coup ils y sont pas souvent, quoi. Et donc, du coup, on a un étudiant qui nous prend 2 semaines par mois, tout le temps, quoi. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a augmenté. Et ce que je vais faire donc là, dès qu'il y a des studios qui vont rentrer, alors après, il faut avoir un certain volume. Je vais embaucher une assistante commerciale dont l'objectif sera de contacter les entreprises, notamment Casino, pour faire des partenariats avec les grosses entreprises pour pouvoir attirer du flux comme ça en direct. Excusez. Donc tu as tes propres moyens de paiement. Enfin, tu fonctionnes avec Stripe ou... Alors, sur les moyens de paiement, aujourd'hui, tout est encaissé. Enfin, la grande majorité des choses sont encaissées sur Booking. Donc Booking gère l'encaissement pour moi. Mais à part Booking, justement. En indépendant. Après, chèque, PayPal. virement, et puis il y a on a un terminal carte bleue. Ok. Question? Je ne sais pas du tout quelle heure il est.
Bonjour Rémi. Quand tu traites en direct, tu passes par quel moyen par quel biais en fait? Je viens de répondre, non? Est-ce que tu auras l'enregistrement vidéo? Comment? Est-ce que tu auras l'enregistrement vidéo? Non. Ah mince. Il faut que je répète alors. En fait, comment je fais? On laisse des cartes de visite. En fait, il faut que les gens viennent au moins une fois. Donc en fait, c'est plus une question de fidélisation qu'une question de trouver en direct. Après, on a le site internet aussi qui nous permet d'avoir du trafic. Et la chose importante, peut-être que je n'ai pas dit, du coup, que je peux compléter, c'est que sur Booking, les chambres ont le même nom que sur mon site internet. Donc quand tu arrives sur mon Booking, tu vois City Room. Il suffit que tu tapes City Room sur internet, sur Google, pour tomber sur mon site en direct. Donc voilà, et puis après, je te dis, on laisse des cartes de visite, donc les gens nous téléphonent et nous envoient des mails pour réserver, des choses comme ça. Mais vous n'êtes pas sur le bon coin? Alors, il y a une annonce sur le Bon Coin. Alors, sur le Bon Coin, pour l'instant, je laisse l'annonce, mais je crois que Rania, ça lui bouffe la vie. Parce qu'on n'a que des casse-couilles. Voilà, j'appelle ça les CC. En fait, ils ne posent pas de questions, ils veulent savoir si c'est disponible, ils veulent savoir si on peut faire un prix. Parce que sur le Bon Coin, on peut toujours faire un prix. Bah, non, on ne fait pas de prix. Hein. Le prix, c'est le prix. Quoi. Micro. Pardon, ouais. Bonjour, je voudrais savoir le profil des gens qui viennent sur Saint-Étienne en studio ou... Ouais. Pourquoi ils viennent sur Saint-Étienne? Alors tu as raison, parce que je pense que il n'y a pas de tourisme à Saint-Étienne. Hein. Il n'y a rien à voir. Hein. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose. La Biennale du design en ce moment, là. Enfin, ça va bientôt démarrer. C'est essentiellement des gens en déplacement professionnel. Mais de toute façon, dites-vous que partout où il y a des hôtels, il y a du potentiel de location courte durée. Donc ça, c'est une fausse question, c'est une fausse croyance qu'on a en tête. Enfin, c'est pas une mauvaise question, hein. C'est une fausse croyance qu'on a en tête, c'est de se dire, il n'y a que des endroits touristiques où on peut faire ça. Et en fait, bien souvent, les endroits touristiques, c'est aussi des endroits qui sont saisonniers. Moi, à Saint-Étienne, ça marche toute l'année. Donc, j'ai pas cette problématique-là, en fait. C'est pas tellement une question sur la location courte durée, mais sur les travaux de manière générale. On voit souvent que tu achètes des appartements en fait, à des prix très très corrects. Ma question est la suivante, c'est est-ce que les banques ne sont pas rébutées à te financer quand tu as des prix de travaux qui sont supérieurs en fait, au prix d'achat du bien immobilier? Les banques traditionnelles, non, parce qu'elles sont habituées. Par contre, là, sur mon projet que j'ai en cours, j'ai essayé de passer par Internet. Et les banques sur Internet ne financent pas au-delà de 30% quand la valeur des travaux dépasse... voilà. Si ça dépasse 30% de la valeur du bien, ils ne financent plus. La problématique que j'ai en ce moment, puisque c'est un projet dont on parle souvent, c'est l'immeuble était à 320 000 €, j'ai négocié 260 000 €, il fait 600 mètres carrés. Et il y a effectivement une enveloppe de 390 000 € de travaux. Donc effectivement, les banques, ça fait beaucoup, quoi. Mais elles voient aussi que quand on additionne le prix des travaux avec le prix du bien et qu'on ramène au prix du mètre carré au global, on tombe sur des prix qui sont assez standards du prix du marché sur Saint-Étienne. Donc il y a une certaine cohérence, en fait. Donc ils voient que ça... Voilà. Donc, ils ne te demandent pas forcément, bon, évidemment, quand tu es sur des tarifs comme ça, passer sur des prêts de consommation, c'est pas possible, mais pour des petits montants, il me semblait à un moment donné que dans la formation, tu disais que justement, quand ils n'acceptent pas de financer les travaux, on passe sur des prêts de consommation. Ça, c'est pas quelque chose de courant. Ouais. Alors en fait, oui, le Crédit Mutuel m'a refusé une fois, mais je crois que c'était juste le conseiller qui était mauvais. Voilà. Et j'étais très énervé. En plus, j'étais à Miami dans un jacuzzi quand je l'ai appris, c'était pas sympa. Il m'a gâché mon moment, le gars. Et voilà, mais du coup, il y a toujours des solutions. Voilà, la solution que j'avais trouvée à l'époque, c'était le crédit conso, effectivement. Lorsqu'on trouve un bien comme ça en rez-de-chaussée, généralement, on peut toujours faire passer les évacuations par en bas, ou il faut demander le copropriétaire, la copropriété. Alors, ce qui se passe... J'ai posé la question récemment, on m'a dit ah oui, il faut demander à la copropriété l'autorisation. Pour si on est en rez-de-chaussée, de faire dans des la cave, évacuations. pour passer dans la cave? Oui. Non, merci. Alors, en fait, bon, déjà, la cave, elle doit faire, je sais pas quoi, elle doit faire 1,20 m de haut, quoi. Donc, personne n'y va, à part les chats qui pissent.
Non, il y a... Et puis c'est une copro qui est autogérée, je ne sais pas comment on appelle ça, bénévole. Mais même, hein, enfin, j'aurais jamais demandé l'autorisation. Je suis en rez-de-chaussée, je ne me pose pas la question, quoi. Si on a accès aux caves... Après, moi j'ai une devise. Vaut mieux savoir s'excuser que savoir argumenter. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, c'est comme ça que j'avance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Voilà. Oui. Je voulais savoir les critères géographiques pour faire une location de courte durée. Tu disais que tu ne savais pas au départ si ça allait marcher dans le quartier que tu avais choisi. Alors, globalement, je pense que plein centre, ça marche systématiquement. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a des commentaires, ils nous disent positif emplacement, négatif emplacement. Donc, ce n'est pas la même personne qui répond, hein, on est d'accord. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est très relatif l'emplacement. Et si la personne, elle avait un... Je ne sais pas, si c'est un ouvrier, par exemple, qui vient parce qu'il a un chantier juste à côté, pour lui, l'emplacement, il est idéal. Et pour celui qui arrive et qui, forcément, il a prévu de travailler à l'autre bout de la ville, l'emplacement ne sera pas terrible. Donc, moi, je pense que plein centre, ça marche toujours. Idéalement, à côté d'une gare. Donc, mon immeuble sur lequel je travaille en ce moment, sur lequel je peux potentiellement gagner 10 000 € de cash flow positif, financement, il est à 7 minutes de la gare à pied. Il est à 100 mètres du tramway qui va jusqu'à la gare. Et il est à 7 minutes également à pied du centre-ville. Donc, c'est sûr que c'est l'emplacement idéal. Donc, voilà. Globalement, partout où il y a un hôtel, si vous vous mettez à côté, l'hôtel, il a fait l'étude de marché pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, 2 dernières. À l'heure actuelle, sur l'opération que tu... Ouais, merci. Bonjour. Merci. Sur l'opération actuelle que tu fais sur 300 000 €, que tu as acheté déjà l'appartement? J'ai signé le compromis, j'en suis à 7 refus de financement, mais j'avance. La question, est-ce que tu as pensé au crowdfunding? Au crowdfunding? Ah non. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que si je ne trouve pas de financement, je connais des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent. Oui, justement, c'était ça le crowdfunding, c'est les investisseurs. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas passer par une plateforme crowdfunding. J'ai 50 000 contacts dans ma base, donc je pense que je vais trouver des gens qui seront intéressés. Oui, mais justement, 50 000 contacts de la base. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour investir? Il faut avoir du cash, hein, par contre. Hein. Là, c'est pas de frais, hein, pas de financement. Hein. Ok, intéressant. Allez, dernière question. Oui, bonjour. Est-ce que vous déconseilleriez de commencer par la location courte durée par rapport à la colocation Alors, chacun a sa règle. Gens, ils vont à une formation pour dire comment faire directement la location courte durée. Et je pense qu'effectivement, si on suit bien sa formation, on peut le faire. Moi, personnellement, je trouve que le parcours que j'ai mené, commencer par de la colocation pour déjà apprendre comment se passe un investissement de A à Z, ça permet au moins de se familiariser avec une acquisition. Et déjà d'être plutôt rentable, avec générer un petit peu de cash flow. Et comme il y a des spécificités qui sont quand même assez importantes sur la location courte durée, on l'a vu sur la redistribution, sur les problématiques de travaux, et puis la grosse problématique, à mon avis, qu'on sous-estime, c'est sur la partie délégation. Moi, je serais d'avis de plutôt faire ça dans un deuxième temps. Mais ça ne reste que mon avis. Voilà. Allez, on termine là-dessus. Du coup, merci à tous encore.